Maintenant, nous allons passer à la dernière présentation. Donc, pour cette dernière présentation, je vous propose de voyager du côté de l'Asie avec Michael Lebré, qui est responsable des collections végétales chez Promesse de Fleurs. Donc, il va nous présenter des espèces encore peu connues qui présentent un beau potentiel tant au niveau ornemental que culturel. Donc, je vous laisse partager votre écran et prendre la parole. Merci. Alors, et si je partage désormais cet onglet-là, partager, et que je fais ceci, Oui, là, c'est bon. voilà, là, vous le voyez maintenant. C'est parfait. Euh, voilà, donc je voulais vous parler des nouvelles plantes asiatiques. Alors, pourquoi l'Asie? Eh bien, tout d'abord, parce que c'est un continent qui concentre plus d'un tiers de la biodiversité mondiale. Donc, ce grand continent, dans sa partie nord tout du moins, a un climat qui est globalement proche de celui de la France. Également, son climat peut être sec en Asie centrale, mais beaucoup plus humide dans la partie est. Si on trace une diagonale en exagérant un petit peu, si on tire une diagonale de l'Asie centrale jusqu'à l'Asie de l'Est, on part de Tbilissi pour aller jusqu'à Taipei. Toutes les provinces nord correspondent à une zone relativement tempérée, tandis que la partie sud, qui est en vert plus foncé sur mon écran, correspond à une zone tropicale. Donc on voit que l'air tempéré est relativement importante. Alors bien évidemment, hein, c'est assez schématique, hein, c'est loin d'être extrêmement précis. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que la zone où on va trouver des plantes de climat tempéré va être très très importante. Savoir aussi que l'Himalaya, qui est au centre de cette carte, la zone tempérée en Himalaya débute à partir de 2000 mètres d'altitude. Il faut savoir que, alors ça paraît haut, néanmoins, il y a de la végétation qui pousse jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Si on prend par exemple le Rayum nobilé, c'est une plante qui va pousser, enfin c'est la plus grande vivace asiatique qui pousse en altitude, puisqu'on la trouve à 5000 mètres. Ça fait une grosse touffe de feuillage, c'est assez impressionnant à voir. Donc, une fois qu'on a dit cela, regardons un petit peu comment se répartissent les espèces végétales en Asie du Nord. On voit que eh bien, c'est en Inde hein, que l'on va trouver le plus grand nombre d'espèces végétales, suivies ensuite de la Chine. On va avoir d'autres pays comme le Vietnam, le Japon, Taïwan, le Népal et la Corée qui vont être les principaux pays dans lesquels on va trouver cette végétation de climat tempéré. Donc, on voit quand même que la répartition se fait principalement entre l'Inde et la Chine, où il existe encore, enfin, c'est dans le nord de ces régions, notamment dans le nord de l'Inde et plus particulièrement dans des régions comme l'Arunachal Pradesh ou en Chine, des régions comme le Yunnan et le Sichuan qui sont très accidentées, où on a encore énormément
de zones qui ont été très très peu explorées et où l'on trouve assez régulièrement des nouvelles espèces végétales. Donc, parmi ces nouvelles espèces, alors je vais vous parler principalement des espèces qui sont qui vivent dans une grande moitié nord de la France, hein, donc, ce sont des végétaux que j'ai testés en culture et qui sont pas mal cultivés dans une grande partie nord de la France, donc dans un climat plutôt humide, tempéré, froid en hiver, avec de l'humidité l'été comme l'hiver et un sol assez lourd. Donc, parmi les, les plantes nouvellement introduites depuis ces 15 dernières années, on pourra citer premièrement les épimediums. Les épimediums qui sont d'excellentes plantes d'ombre, mais qui poussent également très bien dans des bordures ensoleillées. Donc, il existe plusieurs dizaines d'espèces sauvages en Asie. La plupart sont concentrées en Chine, même si on en trouve un petit peu au Japon. C'est une plante qui est très intéressante, c'est une vivace qui est très intéressante à plus d'un titre. Premièrement, ce qui va nous intéresser chez l'épimedium, c'est son feuillage. C'est une plante qui est dotée d'un feuillage persistant pour la plupart, hormis les espèces japonaises qui sont principalement caduques. Et ce feuillage persistant va être décoratif, c'est-à-dire que, eh bien, il va y avoir des espèces qui vont prendre des teintes tigrées, d'autres qui vont disposer de feuillages très allongés, s'agiter. Bref, il y a une diversité de feuillage qui est assez remarquable chez ce genre. Mais aussi, et c'est ça que l'on voit sur la slide, c'est un genre qui regroupe une quantité d'espèces colorées. Donc, ce qui plaît beaucoup chez l'épimedium, c'est ces fleurs qui sont très légères, très graphiques, et qui vont s'épanouir courant. Les plus précoces commencent à fleurir, même si là, cette saison, c'est un petit peu tôt, mais les plus précoces vont commencer à fleurir en avril, et les plus tardifs, ça va plutôt être courant juin, voire juillet. Donc, ces espèces sauvages ont donné naissance à une multitude de sélections qui ont été obtenues par croisement. Donc, c'est ça qui est intéressant justement avec ces espèces sauvages, c'est qu'elles constituent une réserve génétique très très importante. Donc, à partir de quelques dizaines d'espèces, eh bien, on obtient des centaines et des centaines de sélections. Alors, donc, c'est tout d'abord de l'hybridation, hein, ce sont des plantes qui ont été obtenues par hybridation, ce ne sont pas des variétés. Et ces hybridations ont donné naissance à d'innombrables sélections. Donc, ce que l'on va sélectionner chez l'épimedium, c'est tout d'abord son feuillage. Il y a des sélections qui sont très intéressantes, comme Pink Champagne, par exemple, qui va donner des feuilles extrêmement tigrées, extrêmement tachetées. Il y a d'autres sélections qui vont donner une quantité de fleurs très importante. Je pense encore une fois à Pink Champagne, mais on va avoir Reine Maximum ou Perrins White, qui sont des variétés sélectionnées pour leur hampe florale qui vont être beaucoup plus hautes. Si on les compare aux épimediums européens, eh bien, ceux-là vont avoir des inflorescences qui vont se dresser, c'est-à-dire qu'elles vont être beaucoup plus hautes que les feuilles. C'est en ça qu'elles sont intéressantes. Et une dernière pour la route qui s'appelle Amber Queen,
qui est sûrement l'une des sélections les plus abouties, dans la mesure où celle-ci va être l'une des plus précoces en fleurs. Elle va commencer à fleurir vers avril, mi-avril, et sa floraison va perdurer jusqu'en juillet. Donc c'est une floraison très abondante et surtout très remontante. C'est ça le principal attrait chez l'épimedium. Autre famille assez intéressante parmi les nouvelles sélections qui ont été faites et depuis les dernières découvertes, ce sont les asparagacées, ce qu'on appelait aussi autrefois les convalariacées, et qui regroupent notamment eh bien, les ophiopogons. Alors, cette famille-là est très intéressante parce que ce sont des plantes qui, pour la plupart, vont être acclimatables dans des endroits très secs. Donc, on va pouvoir les utiliser au pied des arbres, on va pouvoir les mettre sur des talus, entre des pavages. Enfin, bref, c'est un genre qui est pas mal diversifié, même si d'un point de vue physionomique, tous les ophiopogons quasiment se ressemblent. Toutefois, il y a des sélections comme le Japonicus minor, qui est une toute petite sélection qui ne va pas dépasser 10 cm de haut. Il y a d'autres espèces comme Jaburan qui, lui, pour le coup, est très imposant et qui va être décoratif par sa floraison, mais aussi par sa fructification qui est très caractéristique. Et parmi les nouvelles sélections notables, je peux vous parler de l'Ophiopogon à Ozoba Kukuryu, qui est une sélection japonaise, certains connaissent très probablement l'Ophiopogon nigrescens. Eh bien, ça, c'est une sélection qui va être beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, et dont les feuilles vont être dressées. Mais ça reste néanmoins des petites plantes couvre-sol pour l'ombre sèche. Un autre genre aussi qui est très intéressant, c'est le genre Liriope. Le genre Liriope, c'est un genre qui est très proche des ophiopogons, hein, botaniquement parlant. Si ce n'est que les Liriopes, on va plutôt les cultiver pour leur floraison qui va être décoratif. Ça fleurit souvent assez tard dans la saison. Et on va trouver principalement des formes soit à fleurs mauve pâle comme Platyphila, soit des formes blanches comme Monroe White. Et là, vous pouvez voir une nouvelle sélection qui s'appelle Okina, qui a la particularité d'avoir un feuillage qui va être bicolore. Donc le feuillage va naître blanc et ensuite il va verdir au fur et à mesure. Donc ce sont d'excellentes plantes pour les bordures de massifs, mais aussi pour la plantation en pot. Un autre, d'autres sélections aussi que l'on va utiliser pour l'ombre sèche. On va avoir le groupe des Aspidistra, Rhodea et Tupistra. Les Aspidistra, contrairement à ce qu'on pourrait penser, autrefois on les cultivait comme plantes d'intérieur. Alors, ce sont d'excellentes plantes d'intérieur, j'en conviens, mais la plupart ont aussi un potentiel d'acclimatation qui est très fort, notamment toutes les sélections qui sont faites à partir de l'Aspidistra elacieur. Donc on voit au centre de l'écran l'Aspidistra acai, qui est une sélection de elacieur. C'est un groupe qui va disposer d'un grand nombre de sélections, hein. Il existe peut-être une trentaine de sélections d'Aspidistra. Et
c'est une plante qui est intéressante car tout ce groupe-là pousse vraiment très très bien à l'ombre sèche. Donc quand on a des endroits secs, c'est plutôt pas mal, mais la particularité chez l'Aspidistra, c'est que ça pousse dans les endroits les plus sombres du jardin. Si on les cultive d'ailleurs dans des endroits trop exposés à la lumière, souvent le feuillage brûle. Ce qui est intéressant aussi chez l'Aspidistra, c'est qu'il conserve sa feuille très très longtemps. C'est-à-dire que c'est une plante à feuillage persistant. Ça, c'est plutôt intéressant, mais la feuille va garder sa vitalité pendant longtemps. Dit autrement, on va couper les feuilles d'Aspidistra peut-être tous les 3 ans, 4 ans. Alors, c'est une plante qui pousse très, très lentement, hein. L'image que vous voyez avec l'Aspidistra açaï, ça c'est une touffe qui a à peu près 8-10 ans. Donc et ça pousse d'autant plus lentement que vous le cultivez dans un endroit sec. Donc dans un sol un petit peu plus frais, un petit peu plus humifère, on va dire, ça se développera un petit peu plus vite. Autre genre qui est très intéressant aussi et qui est relativement récent en culture, c'est le genre Tupistra. Le genre Tupistra qui regroupe un grand nombre d'espèces qui, eux, vont être cultivées pour leur floraison. Là, vous avez le Tupistra aurantiaca qui fait des fleurs oranges en tout début de saison. Et enfin, le Rhodea. Et parmi l'une des meilleures introductions, vous avez le Rhodea pachinoma, qu'on appelait autrefois Campylandra ginshangensis, qui est une plante assez remarquable car alors son feuillage est persistant comme les autres, mais il va être naturellement bicolore. Donc il va avoir une nervure centrale qui va être vert clair et le pourtour va être vert foncé. Et cerise sur le gâteau, alors bon, certes, sa fleur est ce qu'elle est, mais cerise sur le gâteau, c'est une plante qui va être drageonnante. Donc, elle va coloniser les coins sombres et secs, surtout, du jardin. Voilà. Ensuite, comment ne pas parler de nouvelles introductions sans parler des fougères et des graminées, et notamment dans les fougères. Alors, on peut les classer en 3 catégories. On va tout d'abord trouver les espèces à feuillage coloré. Donc ce sont alors ces deux espèces qui sont montrées en image, le Coniogramme omeyense et l'Arachnodes simplicior, sont des espèces sauvages. Je tiens à le préciser. Donc ce ne sont pas des plantes sélectionnées. Elles poussent de cette manière-là naturellement. Et c'est leur couleur naturelle. Voilà. L'Arachnodes simplicior, c'est une plante que l'on va utiliser. Alors, toutes les fougères que je vous montre poussent bien évidemment à l'ombre. Et ce qui est intéressant chez ces deux espèces, notamment, c'est leur caractère lumineux. C'est-à-dire que quand on les installe dans des endroits sombres, on peut tout à fait les utiliser en contraste. Ensuite, on va avoir les fougères texturées. Et dans les nouvelles introductions, je pourrais vous citer l'Erostégia perdurans, qui est une petite fougère qui ne va pas dépasser 30 cm de haut, qui a cet avantage de courir sur le sol. Donc, elle est vraiment. Alors, c'est pas une plante qui va pousser très vite, mais au bout de 3-4 ans, elle va former une touffe de moins 40 cm de diamètre. Et une autre aussi qui est très intéressante pour son aspect dentelle, c'est le Nicum japonicum. Enfin, les fougères architecturées, donc celles qui vont être dotées aussi de feuilles graphiques. Donc on va avoir le Pteris multifida et la mythique Pteris wallichiana qui est
Certains pourraient la considérer comme une fougère règle. En exagérant un peu, c'est la fougère règle asiatique qui forme des belles colonies, en tout cas dans le nord de l'Inde et en Chine, mais qui reste encore assez rare en culture. Néanmoins, il existe des croisements qui sont en train d'être faits, des sélections qui sont faites sur ces fougères-là. Et d'ici quelques années, souhaitons-le, on devrait voir apparaître des nouvelles sélections sur le marché horticole. Voilà, donc je parlais aussi des graminées. Alors, les carex ne sont pas des graminées, ce sont des plantes graminiformes qui sont très intéressantes aussi dans les massifs pour ponctuer un petit peu les massifs. Donc on a deux sélections, la sélection Kyoto, hein, qui est un Carex lenta si ma mémoire est bonne. Donc c'est une sélection japonaise à feuillage vert très fin. Euh, que l'on va utiliser aussi dans les massifs de vivaces à l'ombre. Notez il y a finalement assez peu de plantes, enfin, j'allais dire, de graminées. Pour l'ombre, les carex, et notamment ces trois sélections-là, sont particulièrement adaptées dans ces milieux-là. Une autre forme aussi qui est très lumineuse, c'est la forme Chiro. Donc, c'est une forme du carex sidrostica qui va faiblement courir sur le sol et qui va bénéficier d'un feuillage très très clair au tout début du printemps pour ensuite devenir un petit peu plus sombre. Et enfin, une nouvelle espèce, nouvelle espèce, disons une espèce qui a été introduite par mes soins il y a une dizaine d'années maintenant, Carex scaposa, qui est une plante que j'ai vue dans le Yunnan en 2000, je ne sais plus exactement, 2002, 2012, quelque chose comme ça. Très intéressante, là pour le coup, pour ses floraisons. C'est une chose qui est assez rare chez ces plantes-là. Donc, en parlant de graminées, donc là, ce sont de vraies graminées. Difficile de faire l'impasse sur les aconecloa, qui sont particulièrement graphiques dans les parties sombres du jardin. Donc on a deux sélections, on a la sélection Solar Flare, qui est une sélection à feuillage doré, dont les pointes vont être pourprées, et la sélection Naomi, qui va être beaucoup plus sombre. Enfin, notons le Setaria palmifolia, qui est une graminée qui jusqu'alors était assez peu utilisée car elle était considérée comme non rustique. Et visiblement, elle ne montre, enfin, en tout cas dans une bonne moitié nord de la France, en zone 8A, 8B, elle pousse plutôt bien. C'est-à-dire que, eh bien, elle va résister au gel à moins 10, moins 12 degrés sans trop de difficultés. Et ce qui est intéressant, c'est son caractère luxuriant et puis surtout ses feuilles qui vont ressembler beaucoup à des feuilles de cocotier. Vous voyez, quand on sème une noix de coco et quand il y a quand il y a le cotylédon qui sort et les quelques vraies feuilles, les feuilles primitives ont à peu près cette forme-là. Donc ça, dans les jardins exotiques, c'est très très appréciable d'avoir ce type de plante. Ensuite, eh bien pour le fleurissement, il y a deux genres qui ont le vent en poupe. Le premier, le Strobilanthes. Donc, le Strobilanthes, c'est un genre qui compte à peu près 250 espèces sauvages, réparties principalement en Inde, Chine et Asie du Sud. Parmi ces 250 espèces, eh bien, la plupart vivent en zone tropicale, donc ne sont pas acclimatables.
Néanmoins, en altitude, dans l'Himalaya, on trouve des espèces qui sont acclimatables, qui supportent le gel et qui sont vivaces. La meilleure de toutes, c'est le Strobilanthe panstémonoides, qui est une plante qui va fleurir assez tard dans la saison. C'est-à-dire qu'on va avoir les premières floraisons courant août et ça va durer jusqu'aux premières gelées, en tout cas dans nos régions du Nord. C'est une plante assez notable parce que elle supporte très très bien les étés secs. Alors quand je parle d'été sec, je parle d'été sec ici en Normandie, hein. Voilà, je tiens à vous rassurer. C'est pas une plante que l'on va mettre au plein soleil dans une région nord, dans une rocaille. Voilà. Donc cette plante-là forme un buisson d'à peu près 50-60 cm de haut et autant d'envergure. D'autres espèces sont assez notables, comme Urticifolia ou Atropurpurea, qui ont tendance à se ressemer. Alors, elles sont vivaces, hein, mais elles ont un mode de propagation par semis qui est assez important. Alors, ce ne sont pas des plantes qui sont envahissantes, mais voilà, il faut savoir qu'elles se diffusent pas mal par semis. Et Strobilanthes nutans, qui est l'une des seules à fleurs blanches qui elle est originaire du Népal et qui forme des couvre-sols. Donc c'est une plante qui va être traçante, donc elle ne va pas dépasser 30 cm de haut, par contre elle va pas mal tracer en bordure. Et enfin, une dernière, le Strobilanthes oresba, qui fait partie des espèces monocarpiques. Alors, il faut savoir que chez les Strobilanthes, il y a deux comportements. Il y a soit les espèces dites vivaces et qui vont être dotées d'une durée de vie très longue, et les espèces monocarpiques qui, elles, ont une durée de vie courte selon certaines. C'est-à-dire que certaines peuvent vivre 5 ans, d'autres peuvent vivre 7 ans. Et donc, ce sont des plantes qui vont, lorsqu'elles vont fleurir, elles vont mourir. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont fleurir, mais en moyenne, ce sont des plantes qui fleurissent tous les 5 ans, 7 ans. Et là, le Strobilanthes que je vous ai mis en photo, Oresba, qui est pris en photo dans le Yunnan, c'est un grand arbuste pour le coup, qui est haut de 2 mètres, 2 mètres 50 et qui va faire un grand buisson. Donc c'est très décoratif, c'est très exotique. Et quand ça fleurit, voilà, c'est assez spectaculaire. Donc un autre genre aussi alors, qui est assez connexe hein, des Strobilanthes, sans être non plus si proche que ça botaniquement parlant, le genre Isodon, hein, qui est une labiée. Ce sont des plantes qui ont, pareil, une floraison assez tardive. Là, on voit en haut à gauche l'Isodon cameba, qui va être cultivé pour son feuillage très atypique et surtout pour ses feuilles avec ses acumènes très prononcés et qui a cet avantage voilà, de faire des grappes de fleurs bleues assez remarquables courant août. Donc le genre Isodon est un genre qui comporte une vingtaine, non peut-être même une trentaine d'espèces. Les plus notables vont être Longituba, dont il existe de nombreuses sélections, et notamment Tupsox, et une dernière qui s'appelle Lophantoides, qui est un isodon très intéressant parce qu'il est, alors il fait pas des grosses fleurs, mais celui-ci, c'est un chinois, il a cet avantage de fleurir très tôt en saison puisque ses premières fleurs débutent courant juin-juillet, tandis que les autres, ça va être plutôt arrière-saison. Voilà.
Ensuite, pour les zones assez humides, c'est difficile de faire l'impasse sur les impatiences et les bégonias. Alors, tout ce que je vous montre, hein, ce sont des plantes rustiques, hein. C'est-à-dire que ce sont des plantes qui, qui vont résister au froid sans aucune difficulté. Donc dans les bégonias, on va retrouver tout d'abord les bégonias grandissent. Il existe désormais beaucoup de sélections. Euh, alors là, vous avez la sélection Sapporo, par exemple, qui est une plante qui va avoir des feuilles avec un revers pourpré. Donc c'est vraiment joli. Une autre, Holostila, qui va présenter des marbrures sur le feuillage. Et enfin, Grandis alba, qui est un petit peu qui est un petit peu plus vieux, hein, comme sélection, ou le Grandis minima, qui lui ne va pas dépasser 20 cm de haut. Également, parmi les autres espèces, euh, on peut parler du bégonia pedatifida, qui est un bégonia particulièrement découpé, très précoce en feuillage, hein, puisque ses feuilles débourrent courant avril. Il faut faire très attention d'ailleurs avec cette espèce-là parce que ça double tranchant. C'est bien parce que ça des bourreaux, ça l'est moins parce que ça, du coup, ça craint les gelées printanières. En tout cas, dans notre région, c'est un petit peu embêtant parce que quand on a des gelées en avril, eh bien, les jeunes feuilles tendres risquent de geler. Donc voilà, il faut faire assez attention. Et enfin, une toute dernière sélection, le bégonia torsa. Donc ça, c'est assez récent, hein. On en entend parler que depuis 2-3 ans maintenant. C'est un hybride entre bégonia et une autre espèce qui n'a pas été identifiée. Et c'est une plante qui peut monter jusqu'à 1 mètre de haut. Donc c'est assez spectaculaire en feuillage. Donc pour les milieux humides, également les impatiences. Donc ces impatiences vivaces sont assez remarquables. Donc les deux en image, impatience Omeyana et Omeyana Sango, sont, à mon avis, les meilleures impatiences que l'on peut cultiver dans les jardins du Nord, tout du moins. Qui se déclinent en différentes sélections, puisqu'il existe aussi des sélections à feuillage argenté. L'Omeyana que vous voyez en haut, qui a son feuillage doré, c'est la forme sauvage. C'est-à-dire que dans la nature, elle a naturellement cette panachure dorée. Et Excusez-moi, enfin, oui, Michael, le temps imparti est un peu dépassé, donc voilà, je voulais vous signaler que voilà, si on va avoir un peu de temps pour répondre aux questions, d'accord. Bon, j'avance vite voilà, alors. désolée. Et je vais conclure sur les urticacées. Ça tombe bien, c'était mes dernières slides. Oui, Parfait. j'ai pas de timer sur mon écran, je suis désolé. Et donc voilà, les urticacées, dernières espèces qui ont le vent en poupe, à commencer par le Pilea peperomioides, qui est très connu dans les jardineries. C'est une plante qui a une notoriété grandissante, hein. Là, depuis 5 ans, on se rend bien compte que c'est une plante qui monte de plus en plus sur les réseaux sociaux et que l'on voit beaucoup en jardinerie. Il faut savoir que l'épilea, eh bien, il existe une multitude d'espèces qui sont acclimatables, hein, sans aucune difficulté, moyennant un peu d'ombre et un petit peu d'eau. Là, vous avez les deux dernières variétés, Chiotensis et Peciolaris, qui comptent parmi les plus rustiques. Et enfin, les Bohémaria, qui eux, forment des vivaces arbustives. Alors, ce sont des urticacées, mais qui sont non urticantes, hein. Donc, on peut passer la main dessus, il n'y a aucun risque. Donc, ce sont des plantes qui ont le vent en poupe parce que, eh bien, elles ont ce caractère sauvage, graphique, qui est de plus en plus recherché.
Voilà la fin de ma présentation avec quelques scènes des végétaux cités mis en situation. Je vous remercie. Très bien, ben, merci pour cette belle présentation qui présentait des espèces et des genres très variés. Donc maintenant, nous allons passer aux questions. Donc il y a une personne qui, donc ça commence par une remarque: beaucoup de plantes vivaces n'aiment pas l'humidité hivernale. Que faire pour les adapter au jardin et notamment en sol argileux? Et ben, les vivaces qui n'aiment pas les sols, l'humidité hivernale. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans les plantes asiatiques, les plantes chinoises, les plantes tolèrent tout à fait les sols lourds, contrairement aux japonaises. Alors, vaut mieux éviter d'utiliser les sélections japonaises. Tout à l'heure, on parlait des épimédiums. Tous les épimédiums japonais dans un sol lourd et argileux, ça, je vous déconseille fortement. En revanche, toutes les espèces chinoises, vous pouvez y aller sans aucun problème. Les sols argileux posent pas mal de problèmes. La plupart des plantes de sous-bois le tolèrent néanmoins assez bien. Hein, si on prend les urticacées, les piléas que je vous ai cités tolèrent très très bien le sol argileux, à condition qu'elles aient bien évidemment de l'humidité l'été. D'accord. Bah, du coup, cette question, ça amène à une deuxième question. Donc, comment savoir précisément si les plantes sont adaptées donc, au sol, au climat et au microclimat, et s'il existait une méthode que vous utilisez pour réussir vos acclimatations dans une région donnée? Ah bah, alors ça, il n'y a pas de méthode miracle, il faut tester, il faut lire. Je vous inviterai à. Alors bon, je fais un petit peu de la pub, mais à tester une application que l'on a mis en œuvre qui s'appelle PlantFit. C'est une application assez novatrice donc, qui se trouve sur le site Promesse de Fleurs. Désolé pour la pub. Et qui permet en fait de configurer son jardin. C'est-à-dire qu'on va rentrer sa zone climatique, son sol, son expérience, et à partir de là, l'algorithme va vous donner une liste de végétaux qui vont être adaptés et qui vont être adaptés également à votre sol. Donc voilà la meilleure réponse que j'ai à vous donner actuellement. Très bien. Est-ce que parmi les espèces que vous avez citées, est-ce qu'il y en a qui sont mellifères et donc lesquelles? Il y en a. Alors oui, celles qui vont être très très mellifères, ça va être les isodons. Les isodons sont très très mellifères. Les strobilanthes aussi. Euh, Par contre, les épimédiums aussi, et certains épimédiums, notamment Gushanense, va l'être également. Tous ceux qui vont avoir une floraison précoce aussi, parce que ceux-là vont être, étant donné qu'ils vont être assez précoces, eh bien, ils vont être pas mal visités par les abeilles. Mais non, les plus mellifères, ça reste les isodons, sans aucun conteste. Très bien. Et donc une question, est-ce que ces nouvelles plantes sont testées dans les régions où il gèle, notamment dans les Alpes? Alors, dans les Alpes, en altitude en tout cas, pas à ma connaissance. Euh, je dispose d'un grand réseau de jardiniers qui testent ces végétaux-là. Euh, dans les Alpes, en altitude, non, pas à ma connaissance. J'ai pas là-dessus, j'ai pas l'expérience de la montagne. Je ne saurais pas vous dire lesquels peuvent être acclimatés et lesquels ne le sont pas. Ça, je saurais pas vous dire. Très bien. Et peut-être une dernière question, quelles variétés seraient les mieux adaptées pour une production de fleurs coupées? Euh,
pour une production de fleurs coupées, principalement, alors dans les nouvelles variétés dont on a parlé, la fleur coupée, ça va être principalement le strobilanthes et l'isodon. Pour moi, les plantes qui vont avoir une floraison, enfin la floraison la plus abondante. Le problème, c'est que c'est une floraison abondante qui va être tardive. Mais pour des bouquets derrière saison, par exemple, ça va être pas mal. Ouais. Ok, très bien. Ah oui, il y avait une dernière question. Alors, pareil, c'est une question un peu de sémantique. La différence entre un croisement et une hybridation. C'est pareil, c'est la Voilà. même chose. Hein. Ok. Eh bien, voilà, on a fait le tour des questions. Après, il y a une dernière question concernant le 3e webinaire, pour savoir si on va parler des plantes comestibles. Donc, il y aura un sujet donc, sur les sauges. Voilà, je réponds à la question de cette personne. Eh bien, on a répondu à peu près à toutes les questions. Je remercie les intervenants et les auditeurs d'avoir suivi ce 2e webinaire qui, je l'espère, vous a donné envie de semer des plantes vivaces et de les installer au sein de votre jardin, ou du moins d'expérimenter l'installation de plantes vivaces. Donc, je vais laisser Yvette Daté clôturer ce webinaire. Oui, excusez-moi, j'ai dû m'absenter 1 minute pour ouvrir la porte. Oui, écoutez, je voulais vous dire plusieurs choses. Tout d'abord, remercier les intervenants qui ont fait des exposés très clairs, et c'est remarqué par un certain nombre d'auditeurs. Je voulais remercier aussi les participants qui sont nombreux aujourd'hui. Et je voulais vous dire que certains auditeurs ont demandé si les PowerPoint pouvaient être mis à disposition. Donc, si vous en êtes d'accord, vous nous le dites, et à ce moment-là, on les mettra en complément sur le site de la SNHF avec ces webinaires. D'autres ont demandé s'il y avait des documents. Alors, des documents, il y en a. Tous les orateurs ont produit un résumé avec des illustrations, et nous sommes en train de le mettre sur le site de la SNHF. Donc, soit c'est fait, soit ça ne saurait tarder. Ensuite, je vous rappelle que les vidéos sont mises d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de la SNHF. Donc, vous pourrez les visionner. Je sais que quelqu'un aurait souhaité revoir la première présentation, et ce sera possible donc d'ici quelques jours. Quant aux plantes légumières et les plantes comestibles, eh bien, nous devions avoir un exposé de Monsieur Émeric Lazarin, qui est malade aujourd'hui, qui a le Covid. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a écrit un livre, le jardin, le potager des espèces vivaces. Mais malheureusement, il n'a pas pu faire sa présentation, et on ne pourra pas la proposer la semaine prochaine. Donc voilà, c'est dommage, mais je pense que vous avez eu de quoi vous régaler avec ces diapositives, ces images et les exposés de nos orateurs. Donc merci à tous, et puis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir.